Nous allons resserrer la focale du national au régional en abordant à deux voix toujours la feuille de route École inclusive 2023-2028 en région Grand Est avec Agnès Gerbeau, directrice de l'autonomie de l'Agence régionale de santé, et Hervé Bertin, conseiller technique École inclusive au rectorat Nancy-Metz. Bienvenue à tous les deux. Bonjour à tous. C'est super sympa de passer après la DGCS et la DGESCO parce que ça promet un repas d'échange. Et Mathieu Fourmont et Madame Muller, Monsieur Bertin, Monsieur Faber sont ravis parce que ça veut dire qu'ils vont avoir du boulot dans les mois qui viennent. Donc ils sont tout contents. Alors on va vous faire un petit topo. On a jusqu'à quelle heure, Monsieur Marmont ? Moins que ça. Eh bien, 11h10, ça serait idéal, si c'est possible. Ça marche. On va vous faire un petit topo sur l'incarnation dans notre région de ce partenariat que vous avez bien vu illustré par nos deux collègues au niveau national sur la manière dont on travaille ensemble, Éducation nationale, 3 académies et l'Agence régionale de santé, sur notre feuille de route commune École inclusive 2023-2028. Alors voilà, j'ai toujours peur de ne pas être douée sur le bouton, mais ça a l'air de fonctionner. Nous avons donc une feuille de route commune qui est vraiment dans un des produits de sortie ou un livrable vivant de la convention cadre auquel Madame la directrice générale de l'ARS et Monsieur le recteur ont fait référence, que nous signons régulièrement entre l'agence et les 3 rectorats. Nous avons bien un engagement commun de nos 2 institutions dans le cadre de l'école pour tous et une stratégie commune en matière de scolarisation inclusive. Cette feuille de route, elle est bien évolutive, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir intégrer au fur et à mesure les nouveautés et s'adapter aux réalités. Donc ce n'est pas une feuille de route de planification détaillée, c'est un support pour nous, pour après dans les territoires, avec nos correspondants, notre réseau et vous tous, pouvoir travailler sur des réalisations concrètes. Cette feuille de route, elle fixe un cadre d'action pour les années à venir, les 5 années à venir. Elle identifie bien sûr des chantiers prioritaires et est composée d'actions spécifiques qui sont des outils pour les équipes pour mener les travaux. Ce n'est pas une nouveauté d'avoir une feuille de route commune. On vous parle aujourd'hui de la feuille de route 2023-2028, mais on va revenir sur le bilan d'une première feuille de route que nous avions déjà depuis 2019, sur la période 2019-2022. Donc on est une région dans laquelle le partenariat entre les autorités, on va dire, régionales et départementales est inscrit dans finalement une histoire certes récente, mais solide. Cette feuille de route, elle comprend 10 axes de travail sur lesquels nous allons revenir, qui sont à décliner bien sûr dans les territoires, notamment via l'outil des comités départementaux de l'école inclusive, qui sont notre point de rencontre concret avec les acteurs sur ce sujet de l'école inclusive, de l'école pour tous. Et voilà, on est vraiment dans la mise en œuvre en vrai de l'ambition qui a été largement rappelée et au niveau national et au niveau régional, de permettre à tous les enfants de bénéficier d'une scolarité adaptée avec quelque chose qu'il faut traiter dans le pragmatisme et dans la nuance. Ce n'est pas le tout école d'un côté, le tout médico-social de l'autre. On est bien dans l'interaction, la gradation des interventions et la multiplication, on va dire, ordonnée et articulée des possibilités de solutions pour chaque enfant. D'où les enjeux de coordination, de connaissances mutuelles, de formation croisée, d'outillage commun et de rapprochement des cultures. Voilà globalement le point de départ. Donc ensuite, c'est à vous, Monsieur Bertin. Oui. Permettez-moi déjà de saluer toute la salle, mesdames et messieurs. Voilà, bonjour. Hervé Bertin, donc conseiller technique pour l'école inclusive auprès de Monsieur le recteur. Je remercie également, avant de faire un petit point sur l'état des lieux, mes collègues des académies de Reims et de Strasbourg, et ainsi que tous les inspecteurs en charge de l'école inclusive au sein des départements de l'académie Nancy-Metz, qui sont à la manœuvre sur les territoires pour décliner cette feuille de route
département par département. Voilà, et comme l'a dit Madame Gerbaud, que je remercie, effectivement, j'y reviendrai sur la dernière diapo en termes de gouvernance. Les comités départementaux de l'école inclusive qui se tiennent aujourd'hui dans notre académie, dans tous les départements, sont véritablement le lieu où un point d'étape peut être réalisé sur l'état d'avancement des mesures en matière d'école inclusive. Voilà ce que je voulais dire et je remercie Madame Gerbaud. Véritablement, alors là rapidement, c'est l'état des lieux, puisque le temps nous est compté, je vais aller assez vite, c'est un état des lieux, donc nous avions... je ne vais pas faire le détail, mais 39 148 élèves étaient scolarisés en situation de handicap à la rentrée 2022 dans l'académie Grand Est. Monsieur le recteur parlait tout à l'heure sur une projection à plus de 36 537 élèves. On parle d'élèves ici en milieu ordinaire, c'est-à-dire sur les 39 000 en situation, donc je corrige, donc 33 133 étaient en milieu ordinaire. La projection des élèves scolarisés en milieu ordinaire pour la rentrée 2023 sera autour de 36 500, comme le disait monsieur le recteur tout à l'heure. Et vous avez une déclinaison en dessous par académie des élèves qui sont scolarisés, dont les élèves aussi qui dépendent des établissements médico-sociaux, donc qui sont scolarisés en établissements médico-sociaux. Cela représente quand même la priorité, et je terminerai là-dessus sur cette diapo, c'est que véritablement notre engagement, c'est de travailler autour de la scolarisation en milieu ordinaire. Et ça a été souligné ce matin à plusieurs reprises, c'est ce que nous visons. Bien évidemment, ce n'est pas simple. Voilà, ce n'est pas forcément possible toujours, mais en tout état de cause, ça reste ce qui engage notre travail et notre priorité, c'est ce que nous recherchons, ce que nous visons, en tout état de cause. Alors, très rapidement, en une diapo, un bilan, je vous le disais, la feuille de route qui est en cours et qui évolue n'est pas la première. Nous avions déjà une feuille de route 2019-2022 dans notre région. Donc, un petit bilan rapide sur les actions que nous avons menées, les résultats que nous avons obtenus. Pour vous dire que nous avons généralisé, vous avez généralisé dans les ITEP le fonctionnement en dispositif dans les 10 départements du Grand Est, pour l'ensemble des 51 ITEP et des 1200 enfants qui y sont accompagnés. Ça s'est fait finalement sur une période relativement courte compte tenu de l'ampleur du travail, et c'est une vraie félicitation, une vraie satisfaction pour nous de voir que cette mobilisation a porté ses fruits, en tout cas que l'ensemble des ITEP de notre région fonctionnent en dispositif. Il y a eu un renforcement, et ça participe complètement de l'école pour tous, de la place de l'accompagnement par les CESAD dans notre région. Alors, même si on essaye de s'extraire de cette notion, il y a un nombre de places qu'on peut indiquer comme ayant été créées, 300 places de CESAD sur les dernières années, donc avec un total aujourd'hui de 3600 places qui, si on raisonne en file active, accompagne bien sûr plus d'enfants que 3600. Nous avons, sous l'égide de l'Éducation nationale, créé 63 ULIS supplémentaires sur la période, donc avec 1066 ULIS au total pour 11 000 élèves, un peu plus de 11 000 élèves de notre région. Nous avons également soutenu le développement d'unités d'enseignement externalisées. Merci de la mobilisation de tous les établissements médico-sociaux et de l'Éducation nationale qui essayent de créer les conditions pour cette externalisation des unités d'enseignement qui est aussi une incarnation du médico-social dans l'école néanmoins, ne serait-ce que géographiquement. Et donc, passage de 170 UEE à 221 unités pour 2000 élèves sur la période. Une forte mobilisation sur le déploiement de dispositifs spécifiques pour les élèves avec autisme, puisque nous avons doublé le nombre de dispositifs sur ces dernières années, avec 15 UEMA, 7 dispositifs d'autorégulation et 4 UEEA, donc UEMA, unité d'enseignement maternel autisme, UEA, unité d'enseignement élémentaire pour autisme, et DAR, donc dispositif d'autorégulation. Ce sont plus de 200 enfants supplémentaires qui ont pu être scolarisés via ces dispositifs sur la période 2019-2022, avec 30 UEMA, 10 UEA et 8 DAR aujourd'hui en fonctionnement.
Les PIAL sur lesquels les collègues de l'Éducation nationale sont revenus, mise en place de 472 PIAL dans notre région, dont 29 renforcés dans les 10 départements, donc pôle inclusif d'accompagnement localisé. L'installation des 10 comités départementaux de l'école inclusive, qui, on pourrait penser que c'est un comité encore, voilà, mais pour nous, c'est vraiment l'incarnation de cette mise en mouvement collective au plus près des territoires sur l'école inclusive, l'école pour tous. Et puis, la création, et ça, c'est une vraie fierté que nous avons, et nous avons grand plaisir à les réunir chaque année, des 10 équipes mobiles médico-sociales d'appui à la scolarisation, voilà, dont on salue le travail au quotidien. Je poursuis. Alors, comme l'a dit Mme Gerbeau, effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, effectivement, au regard des mesures de la CNH 2023, cette feuille de route pour le Grand Est, elle est évolutive, et elle évolue aussi en fonction des priorités. Donc, nous avons une feuille de route sur laquelle nous avons retravaillé depuis le mois de janvier 2023, qui prend en compte quelques évolutions. Alors effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, puisqu'on y reviendra tout à l'heure sur des diaporamas. Bien évidemment, la poursuite du déploiement des unités d'enseignement externalisées. J'ai eu l'occasion ce matin, en arrivant, j'ai d'échanger avec un établissement médico-social. Effectivement, on a dans notre grande région et dans l'Académie Nancy-Metz, que je connais bien, une volonté de poursuivre ce déploiement. Donc nous sommes engagés à travailler à vos côtés pour que les unités d'enseignement externalisées, ce déploiement se poursuive. La transformation de l'offre, Madame Gerbeau vient d'en parler, on y reviendra plus précisément. Je vous ferai un petit point rapide, même si des chiffres ont été énoncés là sur le réseau des dispositifs Ulysse, en sachant que nous avons sur l'Académie Grand Est des expérimentations d'Ulysse dites renforcées aujourd'hui avec du personnel médico-social qui intervient. Et nous aurons un témoignage dans la journée, je crois, à ce sujet, ou plusieurs d'ailleurs. Bien évidemment, la poursuite de la mise en œuvre sur la stratégie TND, nous en parlerons. Je vous donnerai quelques éléments chiffrés et aussi je vous présenterai ce qui est programmé en termes d'ouverture de nouveaux dispositifs sur notre Académie Grand Est pour la rentrée 2024. Le rôle des PIAL et des communautés 360, alors je dirais aujourd'hui, ça sera peut-être une articulation à penser dans le futur sur le rôle des PASS dans l'articulation avec les communautés 360. Encore un chantier sur lequel nous serons à vos côtés pour travailler sur ces questions-là, comment ces articulations vont pouvoir aujourd'hui s'opérer. Donc nous allons travailler ensemble sur ce sujet. Le développement des équipes mobiles d'appui médico-social à la scolarisation, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est un sujet qui est pris en compte au niveau de notre feuille de route. Le déploiement des PCO, vous l'avez dit ce matin avec les appels à manifestation, notamment sur les 7-12 qui ont été lancés dans le Grand Est. Voilà, bien évidemment, la mise en œuvre davantage d'activités physiques dans le parcours et de vie des élèves et des enfants. On y reviendra. Et pour finir, nous terminerons notre intervention rapidement sur la gouvernance. Il nous reste 5 minutes. 8 minutes, Monsieur Marmont. 8. À chaque fois, ils essaient de gratter. Mais... Alors, on va essayer de faire. Donc ça, c'est le menu. C'est le menu tel qu'on l'avait qu'on l'avait évoqué, acté en janvier 2023. Alors la feuille de route, elle n'est pas publiée aujourd'hui parce qu'en fait, elle est très évolutive et il va falloir qu'on revienne sur ce menu. On est en cours de rénovation de cette feuille de route. Les éléments qui nous ont été apportés par M. Fustier et M. Mounine montrent bien que la matière est très évolutive et que nous avons notamment à reprendre les éléments qui vous ont été présentés suite à la conférence nationale du handicap d'avril dernier au comité interministériel du handicap et aux différentes stratégies ou instructions que nous avons reçues depuis. Ces instructions ou ces nouvelles orientations, elles impactent cette feuille de route telle que nous l'avions travaillée début 2023, notamment sur un certain nombre de fiches sur la transformation de l'offre, les passes, le devenir des équipes mobiles d'appui à la scolarité, etc. Donc on va revenir sur ces éléments-là, mais si vous cherchez sur Internet la feuille de route, vous ne la trouverez pas parce qu'on n'a pas
pas voulu publier quelque chose dont on savait que les choses étaient en cours d'évolution. Et de toute façon, indépendamment de nos documents publics, le travail est en cours et c'est bien ça le principal. Donc on va revenir. Alors, juste peut-être sur 50 000 solutions, puisque Clément Fustier m'y a invité. Effectivement, l'Agence régionale de santé a publié un appel à manifestation d'intérêt le 10 avril dernier, qui lui est bien sur le site internet de l'agence. Cet appel à manifestation d'intérêt, il est ouvert, il porte l'ensemble des dimensions qui ont été ciblées dans le cadre de la CNH. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui est travaillé de manière partenariale et l'école, enfin le soutien à l'école pour tous fait bien sûr partie du champ des projets qui pourront être présentés au titre de cet appel à manifestation d'intérêt, qu'on sera amené à compléter le cas échéant au fur et à mesure des précisions que nous aurons sur les passes ou autres éléments. Alors, on va revenir sur chaque axe. Du coup, cette je fois, vais essayer de... Même pas ça. On va faire vite. Je vais essayer d'être assez succinct et rapide, Madame Gerbaud, merci. Vous avez donné les chiffres, effectivement, 2019, 136 unités d'enseignement externalisées en Grand Est. 2022, on est à 221. Donc on voit ici le travail qui a été accompli sur ces quelques années. On est passé de 1400 élèves en situation de handicap en 2019 pour plus de 2000 élèves en situation de handicap sur les unités d'enseignement externalisées. Et nous sommes engagés à poursuivre ce déploiement. Voilà, bien évidemment, voilà, deux chantiers sur lesquels nous sommes en train de... Enfin, ce ne sont plus des chantiers, à savoir aussi que depuis 2023, nous avons aussi sur l'académie, sur le Grand Est, ouvert des unités d'enseignement externalisées pour le polyhandicap, d'accord, portées sur Saint-Dizier, à Créange, à Thaon-les-Vosges, et je crois que nous avons une ouverture qui est programmée sur, si je me trompe, sur Strasbourg pour la rentrée 2024. C'est une priorité également de répondre à ces besoins. Pour l'axe 2, qui est un axe majeur, simplifier les parcours et la transformation de l'offre médico-sociale, donc sans revenir sur le sujet 50 000 solutions. Aujourd'hui, nous avons des solutions dans notre région en IME, en CESAD, en ITEP. L'idée, c'est bien d'accompagner les projets médico-sociaux innovants dans les murs des écoles, collèges et lycées, de continuer cette dynamique qui sera largement illustrée cet après-midi et qui permet en territoire de porter des conceptions de projets un peu différentes, un peu décloisonnantes pour le bénéfice des enfants. Bien sûr, l'offre de CESAD fait partie de l'arsenal de l'offre sur laquelle on a une attention particulière. On a aussi derrière cela la nécessité de travailler, notamment dans le cadre des comités départementaux de l'école inclusive, sur les priorités d'admission en ESMS enfants. On a vraiment l'enjeu de l'enfant au bon endroit qui correspond à un temps de sa vie et dans une logique de parcours et de possibilité d'accompagner ces parcours dans les différentes structures qui peuvent faire cet accompagnement. Lorsque les textes seront là, nous sommes sur les charbons ardents pour déployer le dispositif IME avec vous afin de soutenir cette modalité souple d'accompagnement et évolutive au fur et à mesure du parcours des enfants. Et puis le sujet des IME dans l'école qui a largement été évoqué. Vous mettre en avant une petite illustration de quelque chose d'innovant. On a aujourd'hui dans l'Aube une intervention école maternelle d'une petite équipe qui fait de l'intensif one-shot sur un enfant donné, donc sur de l'intervention directe et dont l'objectif est de tout de suite bien poser quel est le niveau d'intervention qui est nécessaire et de permettre de préparer la suite du parcours. Donc on est quand même sur quelque chose qui s'apparente à ce que les passes et les interventions directes peuvent nous offrir comme perspective. Concernant les unités localisées pour l'inclusion scolaire, effectivement, nous sommes à la rentrée de septembre 2023, 1066 unités pour 11 138 élèves. Ce chiffre, c'est environ, cette population scolaire représente environ 30%, un peu plus de 30%, 33% dans la région académique d'élèves qui sont en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. 33% le sont sur ce type de dispositif.
Bien évidemment, d'autres dispositifs, des ouvertures sont prévues pour la rentrée 2024, à la fois dans le premier et dans le second degré, en collège et en lycée. Je voulais juste également, nous voulions souligner ici les dispositifs des unités localisées renforcées qui ont été créées dans l'Académie Grand Est et qui ont permis d'avoir je dirais une innovation de fonctionnement. De quoi s'agit-il? Nous en avons sur Reims, sur Briey, Stenay. Je crois que cet après-midi, nous aurons un témoignage là-dessus. Voilà, ce sont des dispositifs qui sont renforcés par des équipes médico-sociales qui apportent leur expertise au sein des établissements, mais qui apportent beaucoup plus et qui, comme le disait Monsieur le Recteur ce matin en ouverture, il y a une véritable acculturation qui s'opère au fur et à mesure du temps, et tout cela au bénéfice des élèves, à la fois des élèves des dispositifs, mais aussi des élèves de l'ensemble de l'établissement scolaire. Je poursuis. Merci Madame Germain. Sur la stratégie nationale TND 2023-2027, qui a été publiée en novembre 2023, sur l'académie, Madame Gerbaud l'a souligné, une évolution. Je donne quelques évolutions, quelques chiffres pour vous montrer le chemin qui est parcouru. Bien évidemment, il nous reste beaucoup à faire et nous continuerons. En 2019, sur le Grand Est, c'était 3 unités d'enseignement élémentaire autisme, 13 unités d'enseignement maternel autisme et 2 dispositifs d'autorégulation. 2019. Pour 2023, nous étions à 10 unités d'enseignement élémentaire autisme, 30 unités d'enseignement maternel autisme et 8 dispositifs d'autorégulation. Pour la rentrée 2024, il y aura sur le Grand Est 7 nouvelles ouvertures. Je crois, sans me tromper, je regarde mes collègues, nous aurons 3 ouvertures en termes d'unités maternelles, 2 unités d'enseignement élémentaire et 2 dispositifs d'autorégulation, et notamment des dispositifs d'autorégulation, ça a été évoqué tout à l'heure, dans le second degré. Je sais que les appels à manifestation sont en cours, les instructions auront lieu prochainement. Nous aurons effectivement sur les établissements du second degré un travail important aussi, et je regarde dans la salle, je ne sais pas où ils sont, mais les inspecteurs en charge de l'école inclusive dans les départements concernés en liaison avec les établissements scolaires. Voilà, parce que installer un dispositif d'autorégulation nécessite aussi que nous réfléchissions, et nous sommes en train de le faire, c'est déjà pensé, c'est dans le cahier des charges, à la formation de l'ensemble des personnels, des équipes qui travaillent dans ces établissements au dispositif d'autorégulation. Donc nous aurons bien évidemment, et nous serons aux côtés des porteurs de projets pour mettre en œuvre ces temps de formation pour l'ensemble des personnels sur les dispositifs d'autorégulation. C'est un sujet qui nous préoccupe, mais sur lequel nous sommes d'ores et déjà en pleine réflexion. Je poursuis. C'est encore à moi. Sinon, ça faisait chapeau. Voilà, donc. Oui, alors, bien évidemment, la transformation des PIAL en pôle d'appui à la scolarité, vous avez eu, et je remercie Sébastien Mounier de la DGESCO de sa présentation tout à l'heure, qui vous a apporté un éclairage, et la DGCS également de l'éclairage apporté sur le plan national, les évolutions. Vous avez tous pris connaissance du fait que nous allons avoir 4 départements préfigurateurs. Le cahier des charges des 4 départements préfigurateurs va nous servir, bien évidemment, on va s'appuyer dessus, même si nous avons déjà une idée bien précise du pilotage, de la gouvernance et des questions que cela pose. Ce que je peux vous dire en tout état de cause sur l'académie, sur le Grand Est, avec les conseillers techniques des rectorats de Reims et de Strasbourg, avec l'ensemble des inspecteurs en charge de l'école inclusive dans les départements concernés, nous avons déjà engagé bien évidemment cette réflexion depuis la rentrée et même avant. Nous avons, lors d'un séminaire en novembre dernier, réuni l'ensemble des DTARS, mais aussi des MDPH, avec lesquels nous avons pu échanger dans le cadre aussi d'échanges nationaux sur le sujet. Nous avons commencé à travailler, nous avons plus que commencé à travailler, nous avons commencé à travailler des schémas de territoire
Éducation nationale. Et bien évidemment, au regard de ce qui vous a été présenté ce matin, dans notre feuille de route, nous allons forcément travailler de façon très étroite avec l'ARS, avec le service de l'autonomie, pour voir comment nous allons décliner ces interventions du médico-social sur les futurs pôles d'appui à la scolarité, département par département. Et bien évidemment, les établissements médico-sociaux, mais aussi les associations partenaires, seront forcément à un moment donné concertés, et on ne travaillera pas sans vous sur ces questions-là. Et nous nous rendrons compte de l'état d'avancement des travaux. J'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre de la gouvernance, parce que les comités départementaux de l'école inclusive seront peut-être un lieu sur lequel il y aura peut-être un point d'information sur le sujet département par département. Alors, parce que M. Marmot va se fâcher tout rouge très rapidement. L'axe 6, c'est la poursuite du déploiement des équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Donc, on en a largement parlé ce matin. Juste vous redire que c'est un objet auquel nous portons une attention particulière et dont nous sommes assez fiers dans notre région. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des missions, vous aurez le support, mais juste mettre en avant que déploiement en 2019, 311 saisines en 2020-2021, 623 saisines en 2022-2023. Donc on voit bien, même si on souhaite encore que ça prenne encore plus d'ampleur, que ces équipes mobiles se sont bien insérées dans le territoire et sont désormais bien identifiées. Pour l'axe 7, on va être sur le déploiement du service public de repérage et d'accompagnement précoce des enfants de 0 à 6 ans notamment. C'est une mesure qui fait partie du troisième compartiment, Clément Fustier le disait tout à l'heure, du plan de déploiement de 50 000 solutions, pour lesquelles nous attendons un certain nombre de textes qui vont nous préciser les choses, mais il s'agit bien de repérer aussi précocement que possible, notamment avec les collègues de l'éducation nationale et professionnels de santé, les enfants à potentiel handicap au-delà même des troubles du neurodéveloppement, d'initier les prises en charge rapides et de solvabiliser les familles quant aux interventions de professionnels, notamment pour l'offre libérale non conventionnée. Donc cet élément-là fait véritablement partie pour nous de ce qui soutient une école pour tous. Axe 8, déployer, et c'est complémentaire, les plateformes de coordination et d'orientation qui existent aujourd'hui pour les 0-6 ans, mais sur la tranche 7-12 ans. Donc fort partenariat là encore entre l'Agence régionale de santé, le secteur médico-social et le secteur de l'éducation nationale, puisque les enfants peuvent être à l'école. Donc on est bien sur une prolongation du dispositif dans un état d'esprit qui est le même que pour les plateformes de coordination et d'orientation 0-6 ans. Et nous avons lancé un appel à candidature pour identifier 4 plateformes de coordination et d'orientation. Les candidatures est clos, enfin les candidatures ont été reçues et j'ai bon espoir qu'on puisse non seulement avoir 4, mais peut-être plus que 4 PCO dès 2024. On va instruire les dossiers très prochainement. Et la dernière. Ah non, c'est l'avant-dernière, pardon, alors c'est encore moins. On est en année olympique, ça n'échange, et paralympique, ça n'échappe à personne. Sachez que nous avons mis l'accent dans notre feuille de route sur le développement du sport et de l'activité physique adaptée dans le parcours des enfants en situation de handicap, pas que d'ailleurs, des adultes aussi. Vous le savez, la loi de mars 2022 sur la démocratisation du sport a généralisé l'enjeu d'une pratique garantie, notamment dans les écoles, mais du coup aussi dans le médico-social, de 30 minutes d'activité physique quotidienne. On sait les bienfaits de l'activité physique sur la prévention d'un certain nombre de difficultés liées au handicap, et puis pour le bien-être des uns et des autres. Donc il convient pour nous d'appuyer cette généralisation et nous devrons y travailler. Chaque établissement médico-social, c'est un décret de 2023, doit désigner un référent activité physique et sportive dans son équipe pour promouvoir la pratique sportive. Donc c'est un mouvement que nous allons également soutenir, et nous faisons en 2024 des journées de regroupement des référents activité physique et sportive des établissements médico-sociaux pour qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques et surfer sur la vague olympique.
Et puis, nous avons un partenariat fort sur la labellisation de plusieurs établissements médico-sociaux au titre du label Génération 2024, qui est un label engagé par l'Éducation nationale pour les établissements scolaires et qui a été élargi aux établissements médico-sociaux, qui vise à développer les passerelles entre le monde scolaire, les établissements et services médico-sociaux et le mouvement sportif. Voilà, avec labellisation de 8 premiers ESMS dans notre région, mais d'autres à venir certainement. Pour finir, Monsieur Marmont, voilà, notre convention cadre, bien évidemment, définit également les principes de gouvernance. Bien évidemment que pour nous, l'organisation de la gouvernance à tous les échelons du territoire est source d'impulsion et d'harmonisation des actions en faveur de l'offre scolaire et médico-scolaire pour nos élèves en situation de handicap. Nous avons un COPIL au niveau régional, un COPIL qui réunit les 3 rectorats et l'ARS, la direction de l'autonomie. On se réunit au minimum une fois, voire plusieurs fois par an. Ce COPIL est décliné en comité technique de région, où on travaille plus spécifiquement sur la mise en œuvre des actions concrètes, territoire par territoire, département par département. On associe parfois les inspecteurs en charge de l'école inclusive dans les départements. Le comité technique propose aussi des orientations. Voilà. Ce comité technique se décline aussi en département, puisque les inspecteurs en charge de l'école inclusive, ici présents, conduisent eux aussi en lien avec les DTARS dans les départements des comités techniques, associant les MDPH, où ils font le point régulièrement. Et dans chaque département, sur les 10 départements, est en place aujourd'hui un comité départemental de l'école inclusive auquel des associations participent et qui chaque année rend compte du bilan des actions effectuées dans le département. Ce bilan est généralement publié, donc c'est l'occasion lors de ces comités départementaux de rendre compte des actions que nous conduisons au service des élèves en situation de handicap et même au service des élèves à besoins éducatifs particuliers. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci pour votre écoute. Merci à tous les deux. Et désolé de vous mettre en situation de stress. Je disais désolé de vous mettre en situation de stress lié au temps. On va quand même prendre le temps d'une question s'il y a. Oui, tiens, Jocelyn, juste derrière vous, il y a un bras qui s'est levé. Donc même règle, on vous laisse vous présenter brièvement, puis on écoute votre question. Bonjour, Monsieur Leclerc, directeur de la mission recrutement à l'Académie de Nancy-Metz et accessoirement parent aidant. J'aurais voulu savoir qui fait partie de ces comités départementaux de l'école inclusive et si vous avez songé à y inclure des parents qui sont aussi partie prenante, soit du monde médico-social, soit du monde enseignant. Voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été envisagé, mais l'étant moi-même, je pense qu'il pourrait y avoir une réelle plus-value à avoir des gens qui ont un pied de chaque côté de la barrière et peuvent donner éventuellement leur avis et leur opinion dans ce domaine. Merci. La composition des CDEI. Alors, les comités départementaux de l'école inclusive sont définis par un texte qui vous dit précisément quels sont les membres qui en font partie. Ils sont coprésidés, sauf si je dis des erreurs, vous me corrigez mes collègues, ils sont coprésidés par l'inspecteur d'académie du département et les DTARS des départements concernés, puisqu'ils préparent ensemble le contenu. Voilà, font partie aussi des comités départementaux de l'école inclusive, des organismes, des associations qui œuvrent dans le département. Vous avez aussi les collectivités qui sont associées et invitées au département, enfin les collectivités du département qui sont invitées à participer aux travaux, à la tenue de ces réunions lors des comités départementaux. Ça va ? Les représentants des familles et des parents qui sont associés systématiquement. MDPH. Voilà, j'ai complété. Merci pour ce complément. Merci à vous. Alors, si vous voulez retrouver précisément le texte auquel fait référence M. Bertin, il s'agit du décret du 4 mai 2020 relatif au comité départemental de suivi de l'école inclusive. Voilà. Décret numéro 2020-515 pour être précis. Vous verrez précisément les cadres qui sont donnés.
vous vous êtes présenté avec une double casquette. Je vous en remercie. Moi, je voulais faire un petit sondage dans la salle. J'aime bien faire ça pour que nos intervenants sachent aussi en face de qui ils interviennent. Est-ce que les professionnels de l'éducation nationale pourraient lever la main, s'il vous plaît? Voilà. Donc, on a réussi notre pari de vraiment mixer les publics. Donc, ça, je suis très content. Est-ce que les professionnels du médico-social pourraient lever la main, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce que les familles de personnes en situation de handicap pourraient lever la main, s'il vous plaît? Voilà. Moins nombreuses, mais présentes, et c'était quelque chose de très important également. Je vais pousser le vice jusqu'à parler des statuts. Est-ce que les personnes, quel que soit leur secteur d'intervention, éducation nationale ou médico-sociale, qui sont responsables d'établissement ou éventuellement cadres hiérarchiques ou techniques, peuvent lever la main? Ok. Et maintenant, est-ce que les professionnels, quel que soit le secteur toujours, qui sont au contact direct d'enfants ou adolescents, peuvent lever la main? Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un peu de tout dans cet amphi. C'est exactement ce que nous souhaitions et je rejoins les remerciements qui ont été adressés pour dire que c'était comme ça qu'on croiserait bien les regards. Merci à tous les deux. Encore navré pour les contraintes infligées en termes de temps.